Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Daniel Davis Deep Dive, version Roadshow. Je suis toujours à Tbilissi, en Géorgie, où je participe à une conférence sur le développement durable. Il se passe énormément de choses. Et franchement, on ne peut pas attendre que je rentre au studio pour en parler, parce qu'il y a des évolutions majeures, à la fois dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et tout ça a un impact direct sur la suite de ces guerres et sur la sécurité nationale américaine. Petit avertissement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour notre camp. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour les États-Unis, on va commencer par la Russie et l'Ukraine, parce que le président Trump a déclaré depuis le bureau ovale que même s'il affirmait déjà, dès 2023, en arrivant au pouvoir, je vais mettre fin à cette guerre en un jour. Mais le président Trump essaie de s'attribuer le mérite de ce qui semble être, du moins sur le papier, une ouverture diplomatique, une initiative de Zelensky envers Vladimir Poutine pour dire « Hey, peut-être qu'il faut envisager un accord négocié ». Voici comment Trump décrit cette rencontre. Eh bien, je ne sais pas. Je suis content qu'il parle peut-être d'une rencontre. Je pense qu'on y est pour beaucoup. Je sais exactement ce qu'ils font. Mais je crois que ce serait très bien qu'ils se rencontrent. Ils doivent le faire. Ils vont tous les deux faire des compromis. Ce sont des compromis que j'ai suggérés. Et vous savez, on a beaucoup contribué à tout ça. On aimerait vraiment voir ça. Ce sont deux très bonnes personnes. Ce sont deux pays incroyables, magnifiques. Ils doivent arrêter. Le mois dernier, il y a eu 25 000 morts. Des soldats, surtout des soldats. Quelques civils, mais surtout des soldats. Et ça fait en moyenne probablement presque 25 000 soldats tués chaque mois. Et j'ai toujours été très clair sur le fait qu'ils doivent en finir avec ça. Mais ils vont le faire. Je veux qu'ils fassent chacun certains compromis. Et je pense qu'ils vont le faire. Voilà le président Trump, depuis le bureau ovale, qui essaie de se donner l'air d'une personne intelligente, comme s'il était un médiateur indépendant. Il veut juste aider les deux camps. Moi, ça fait des mois que je demande ça, et je demande à un des deux côtés de faire quelques concessions. Je demande à l'autre camp de faire quelques concessions. J'essaie juste de les rassembler. Médiateur indépendant, c'est ce qu'il prétend être ici. Mais est-ce vraiment ce qu'il fait? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Et cette réponse, c'est non. Regardons ce qui s'est passé cette nuit, parce que CNN a rapporté que plus d'une douzaine de parlementaires républicains ont défié leur propre direction. Ont-ils vraiment défié? Et le président Donald Trump, en votant avec les démocrates, pour approuver un projet de loi majeur qui prévoit des milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, tout en imposant de lourdes sanctions à la Russie. Donc, pendant que le président Trump dit d'un côté de la bouche « Je cherche un accord négocié, je veux que les deux camps fassent des compromis », de l'autre côté, il fait tout le contraire. Il impose plus de sanctions à la Russie, pas moins. Il envoie plus d'argent, plus d'armes, plus de munitions à l'Ukraine, pour des montants de plusieurs milliards de dollars. Qu'est-il donc devenu de tout ce baratin que le président Trump tenait l'an dernier, quand il disait qu'on ne donnerait plus rien à l'Ukraine? On va simplement faire comme à Pearl, c'est-à-dire qu'on va fournir les munitions, les armes, et tous les autres vont nous les acheter, puis les livreront à l'Ukraine. Bon, maintenant, peu importe comment on veut présenter ça, avec des tours de passe-passe ou en changeant la définition des mots, cette loi, c'est bien une loi du Congrès américain pour donner l'argent des contribuables américains à l'Ukraine. Donc, peu importe la manière dont on l'emballe, c'est ça, le fond du sujet. Ce qui veut dire que ce qu'il a dit avant était soit un mensonge, soit ce qu'il dit maintenant en est un. Je ne sais pas, à vous de choisir. En résumé, nous sommes bel et bien impliqués. Et oubliez tout ce qu'il a pu dire. Si on revient à 2023, il s'agit simplement de donner plus d'argent à l'Ukraine
et de les aider à gagner leur guerre. Il n'est pas question de faire la moindre concession. Ça ne met absolument aucune pression sur l'Ukraine pour faire la moindre concession. Ce n'est pas seulement ce que le Congrès est censé faire pour défier le président Trump. Et franchement, dans la politique d'aujourd'hui à Washington, surtout du côté républicain, l'idée que tous ces gens aient défié le président sur un sujet aussi central pour lui, disons que c'est discutable. Beaucoup de responsables qui ont défié Donald Trump, que ce soit lors d'élections ou au Congrès en ne votant pas comme ils le souhaitent, se retrouvent vite en difficulté. Alors oui, hier soir, il y a eu quelques exceptions. Il faut être honnête là-dessus aussi, notamment à propos de la loi sur l'identification des électeurs. Apparemment, plusieurs sénateurs républicains ont voté contre. Et ça a mis le président Trump en colère. Donc d'accord, il y a peut-être là un signe qu'ils ont osé aller à contre-courant. Mais qui n'a pas osé aller à contre-courant? Le secrétaire d'État Marco Rubio. Président Trump, tout d'abord, et je devais vraiment préciser ça pour le contexte, sur la partie gauche de l'écran, on voit une séquence de mars 2023 où le président Trump promet à nouveau de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Et maintenant ici, hier, Marco Rubio a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas des médiateurs impartiaux dans cette guerre. Nous ne fournissons pas d'armes à la Russie. Nous ne fournissons des armes qu'à l'Ukraine. Nous n'imposons pas de sanctions à l'Ukraine. Nous n'imposons des sanctions qu'à la Russie. Nous avons clairement pris parti, a-t-il dit publiquement. » Voilà. Donc d'un côté, vous avez le président Trump, dans cet extrait que je viens de vous montrer, qui se présente devant les caméras, devant le peuple américain, comme une sorte de médiateur indépendant. Et puis, d'un autre côté, son parti vote pour donner plus d'argent à l'Ukraine, pour des armes et des sanctions contre leur adversaire, la Russie. Pendant ce temps, son secrétaire d'État se présente devant le Congrès, face aux caméras, et déclare clairement « Nous ne sommes pas un médiateur. Nous avons choisi un camp. » Alors, on ne peut pas, avec un minimum de bon sens et de crédibilité, prétendre qu'on essaye simplement de mettre fin à ce conflit, quand on finance littéralement un camp contre l'autre et qu'on sanctionne l'un, mais pas l'autre. Ces choses-là ne sont pas compatibles. Elles ne vont pas ensemble. Et le président Trump aurait pu, depuis longtemps, exercer une forte pression sur l'Ukraine pour en finir avec cette situation, mais il ne l'a pas fait. Tant d'occasions manquées, ce qui ne peut mener qu'à une seule conclusion. Il ne le veut pas. Et c'est justement la conclusion à laquelle en viennent ceux du côté russe, ce qui, là non plus, n'a rien de neutre. C'est une situation de plus en plus préoccupante et même dangereuse. Alors, compte tenu de ce qu'a dit le président Trump, de ce qu'a fait le Congrès et de ce qu'a déclaré Rubio, il y a eu une réaction vraiment arrogante de Volodymyr Zelensky. Il a écrit une lettre ouverte au président Poutine, publiée hier, et elle déborde littéralement d'arrogance et de condescendance, comme s'il se plaçait au-dessus de Vladimir Poutine, en position de force. Et en la lisant, on a presque l'impression qu'il demande la reddition de la Russie. Voici ce qu'il a écrit, où il résume une bonne partie de tout ça. C'est bien de lui. C'est une citation directe, pas un résumé. Lettre ouverte au président de la Fédération de Russie, de la part du président de l'Ukraine. Quand vous êtes arrivé au pouvoir en Russie, il y a plus de 26 ans, beaucoup de gens en Ukraine vous voyaient d'un œil favorable. C'est comme ça que ça s'est passé. Tout ça, c'est du passé maintenant. Aujourd'hui, l'immense majorité des Ukrainiens voient les choses positivement parce que nos drones longue portée ont rendu une petite visite à l'ouverture de votre forum à Saint-Pétersbourg, après avoir parcouru plus de 1000 kilomètres. Et comme vous le savez très bien, cette distance n'est pas la limite de nos capacités. Et bien sûr, c'est le président Zelensky qui met un coup de pression à Vladimir Poutine en disant en quelque sorte « Regardez,
au grand forum économique du président Poutine, celui qu'il aime tant promouvoir et mettre en avant. Évidemment, ils savaient que l'Ukraine essaierait de faire quelque chose, donc ils avaient renforcé la défense aérienne et pris d'autres mesures. Mais ça n'a pas marché, parce que les drones ukrainiens sont bel et bien passés. Ils ont frappé des infrastructures pétrolières, provoquant d'énormes panaches de fumée noire et des incendies impressionnants, ce qui a été vraiment embarrassant pour le président Poutine. Alors, Zelensky envoie cet exposé, un peu pour tordre le couteau après lui avoir déjà mis le doigt dans l'œil, et il dit « Je t'ai eu ». Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il se dit qu'il est en position de force et il ajoute « Tu sais quoi? Tout ce que tu as vu là, j'en ai encore plein d'autres. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, ça va sortir. » Et toi, tu penses quoi? Laisse-moi juste tester avant même de te montrer autre chose. À ton avis, quelle va être la réaction de la Fédération de Russie? Tu crois que Vladimir Poutine, le général Gerasimov, Sergueï Lavrov, tu crois qu'ils vont se dire « Mince, il a lancé un drone, il a traversé nos défenses aériennes et touché des installations pétrolières. Zut alors! Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? » On n'a plus qu'à se rendre, à se coucher et à mourir. Je sais, ça fait 4 ans et demi qu'on se bat pour ça, qu'on a fait beaucoup de déclarations, mais bon, il a quand même eu des drones qui sont passés. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? L'Amérique est intervenue maintenant, et ils disent qu'ils ne sont plus médiateurs, plus neutres. Ils ont choisi leur camp. On ne peut pas faire face à tout ça. Autant se rendre tant qu'on le peut. Ou bien, tu penses qu'il y aurait une autre réaction? Quelque chose du genre « Ah non, sûrement pas !» Et si vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça, vous nous poussez à élargir cette guerre et à frapper des cibles en dehors de l'Ukraine. Je crois que tu vois où ça mène. Sergueï Lavrov n'a pas manqué de choses à dire en réponse à ça. On est prêt. Comme le président Poutine l'a souvent dit, nous sommes toujours prêts à négocier. Mais nous ne voyons aucune volonté de l'autre côté. Et surtout, nous ne voyons pas de partenaires capables de conclure et de respecter des accords. Quant aux Ukrainiens, le régime arrivé au pouvoir après le coup d'État de février 2014, je pense qu'il ne fait plus aucun doute aujourd'hui qu'ils sont totalement incapables de respecter leurs engagements. Même ceux qui les soutiennent, qui les financent et qui les arment, savent très bien à qui ils ont affaire. Et je dirais que si les Européens défendent Zelensky avec autant d'ardeur, c'est pour une seule raison. Ils mènent la guerre contre la Fédération de Russie à leur place. D'accord, cette dernière partie est vraiment essentielle, parce qu'il souligne, il dit clairement et il répète ce qu'on vous explique depuis plusieurs semaines. La Russie a intensifié ses déclarations et ses arguments sur ce qu'elle est prête à faire, avec des lignes rouges de plus en plus audacieuses et une patience qui s'amenuise. Il a dit que, selon eux, l'Ukraine n'est qu'un outil utilisé par l'Europe pour frapper la Russie. Et maintenant, ils affirment qu'il y a eu encore plus de frappes, même depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, des frappes qui ont traversé l'espace aérien de l'OTAN avant de toucher à l'intérieur du territoire russe. Je pense que celle de Saint-Pétersbourg en faisait partie. D'après ce que j'ai compris, il a fallu traverser l'espace aérien de l'OTAN pour y arriver. Ce qui veut dire, en gros, on sait ce que la Russie dit, mais on s'en fiche, parce que la Russie ne fera jamais rien. Il n'y a pas de ligne rouge. Ce ne sont que des paroles, du blabla. Peu importe ce qu'ils disent, on fera ce qu'on veut. Et franchement, comment tirer une autre conclusion que celle-là? C'est assez juste. Ça, c'est tiré d'hier soir, de RIA Novosti, un média russe. Le titre dit que les États-Unis ont fait une déclaration inquiétante sur la situation en Ukraine. Et dans le détail, ils expliquent que la Russie estime que la livraison d'armes à l'Ukraine empêche tout règlement, implique directement les pays de l'OTAN dans le conflit, et qu'ils, je cite, jouent avec le feu.
Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que tout chargement contenant des armes destinées à Kiev deviendrait une cible légitime pour Moscou. Cette déclaration est un peu plus forte que ce qu'on a entendu récemment. Il a bien précisé que tout convoi transportant des armes pour Kiev serait considéré comme une cible légitime et que selon eux, cela implique directement les pays de l'OTAN dans le conflit. Et à cela s'ajoute ce qu'ils viennent dire il y a une minute à propos des États-Unis, qu'ils considèrent comme directement impliqués, parce que selon lui, nous l'avons dit nous-mêmes. Il n'y a pas à s'inquiéter d'être mal interprété. C'est notre position officielle sur les ventes d'armes. Rubio a même dit clairement, nous avons choisi Assad. Alors, d'après vous, qu'est-ce que la Russie va faire de tout ça? Vous pensez que tout ça restera toujours au niveau du discours, que c'est juste un titre accrocheur et rien de plus, qu'ils ont fait des déclarations mais qu'ils n'ont jamais vraiment donné suite. Ils ont frappé l'Ukraine, ils ont touché certaines cibles, des infrastructures énergétiques, beaucoup de choses très douloureuses. Il y avait, je crois, quelque chose comme 600 drones et une centaine de missiles. Et oui, c'était dur. La plupart ont atteint leur cible. Si vous avez vu certaines vidéos, on ne voit même pas de missiles intercepteurs décoller, encore moins s'ils ont réussi à les abattre ou pas. Parce que tout simplement, ça passe à travers. Alors pourquoi Zelensky est-il aussi sûr de lui, aussi confiant? Parce qu'il a reçu, je crois, 8 milliards de dollars dans ce paquet d'aide. Il ne se rend pas compte que le précédent, celui que Joe Biden avait accordé, c'était 6 milliards. Et ça n'a rien changé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens, franchement? Vous pensez qu'en balançant quelques milliards de dollars, vous allez renverser ce que vous voyez de vos propres yeux? Super. Vous humiliez le président Poutine avec une frappe de drone à Saint-Pétersbourg. Vous croyez qu'ils vont rester les bras croisés? Même s'ils se limitaient à l'Ukraine, tout ce que vous pouvez faire, eux peuvent le faire 5, 7, 10 fois plus. Et ça ne mènera nulle part de bon. Alors pourquoi vous en réjouir à ce point? Au point de mettre non pas juste le doigt, mais carrément le bâton dedans et de le tourner, comme si vous le suppliez de réagir. Peut-être que c'est ça le vrai sujet. Peut-être que c'est la stratégie que Zelensky cherche à provoquer Poutine. Parce que je pense que, dans son esprit un peu tordu, Zelensky se dit peut-être maintenant, eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas suffisant de recevoir 8 milliards de dollars. Il sait sans doute mieux que moi que 6 ou 8, ce n'est pas 60. Et que 60 n'a rien changé. Donc 8 ne changera certainement rien. Quelle que soit la somme, c'est minuscule. Il le voit sur le front. Il sait ce que font les drones. Il se dit, oui, on a beaucoup de drones, on peut faire certaines choses, on ralentit clairement les Russes et on leur cause pas mal de pertes. Mais il voit bien que ça ne change rien de vraiment concret sur le terrain. Ça ne modifie pas l'équilibre. On a peut-être ralenti certaines choses. Mais ralentir, mes amis, ce n'est pas gagner. La seule chose qu'il essaye peut-être de faire, c'est de se dire « J'ai besoin de provoquer un acte scandaleux de la part de la Russie, de l'autre côté de la frontière. Et comme ça, l'OTAN interviendra pour moi. » Et là, c'est plus seulement moi contre la Russie. C'est toute l'OTAN. J'ai tous mes grands alliés derrière moi. Alors je vais agir pour essayer de provoquer ça. Eh bien non, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il joue non seulement avec le feu. Oublions ce que Lavrov a pu dire. C'est l'Amérique, mon ami, et c'est l'Europe de l'Ouest. Il joue avec le feu pour essayer de nous entraîner, pour qu'on fasse sa guerre à sa place. Une guerre qui ne peut pas être gagnée. Et maintenant, il veut que les missiles ne tombent plus sur Kiev, ni sur Lviv, ni sur Bakhmut, ni sur aucune de ces villes. Il veut qu'ils tombent sur des villes européennes. Il veut que Berlin brûle, Paris aussi. C'est ça qu'il essaie de faire, parce que ça rendrait Zelensky heureux. Notez bien ce que je dis.
Gardez cette émission en mémoire. Pour l'instant, rien ne s'est encore passé. Zelensky provoque la Russie, il la pousse à attaquer l'Europe de l'Ouest pour que ces pays invoquent ensuite l'article 5 et entrent en guerre à sa place. C'est très similaire, pas exactement pareil, mais très proche de la façon dont Netanyahou a manipulé les choses pour que le président Trump mène sa guerre pour lui, en Iran, en utilisant les forces armées américaines et en nous entraînant dans ce conflit. Zelensky a vu ça. Il a dit « Hey mec, je veux une part de ça ». Alors il s'est demandé ce qu'il pouvait faire depuis une position de faiblesse pour pousser la Russie à agir d'une manière qui obligerait à une réaction de l'article 5. Comme ça, tous les autres, toutes leurs armées, seraient forcées d'intervenir et de se battre pour lui. Il se moque complètement que Berlin soit en feu. Il se moque que Paris parte en flammes ou que certaines de leurs installations militaires soient détruites. Aucune inquiétude, rien du tout. En fait, ça le rendrait heureux. Rien ne lui ferait plus plaisir que de voir de la fumée s'élever d'un pays occidental, parce que c'est exactement ce qu'il veut. Provoquer une réaction de l'article 5 pour qu'on vienne se battre à sa place. Mais la réalité, et c'est là que c'est tordu, c'est que ça ne changera rien. Tout ce que ça va faire, c'est nous faire tous perdre, parce qu'on n'a pas les moyens de rivaliser avec eux. La vraie question c'est, est-ce qu'on va être assez stupide pour se laisser entraîner dans une guerre en le laissant faire des déclarations qui vont provoquer la Russie, pendant que les États-Unis, apparemment, aident et soutiennent Zelensky en jetant de l'huile sur le feu? Tenez, encore quelques armes. Peu importe le nombre. De toute façon, ce n'est pas suffisant pour changer quoi que ce soit, mais c'est assez pour mettre les Russes en colère. Et sur cette question du rôle de médiateur, je veux vous montrer une autre chose que Lavrov a dite hier. Je trouve ça très marquant, et ça montre aussi qu'ils savent très bien ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Il a aussi déclaré que les États-Unis ne sont pas un médiateur, parce qu'ils soutiennent constamment l'Ukraine et continuent de lui fournir des armes et du matériel militaire dans les quantités demandées. Alors, compte tenu de tout cela, quand on nous dit que nous ne sommes pas prêts à discuter, je ne peux que répéter que nous avons été prêts à de nombreuses reprises. Et plus encore, nous n'avons pas seulement été prêts, nous avons réellement mené des négociations, nous les avons soutenues et nous avons signé les documents correspondants. C'est l'Occident, lui, qui ne peut pas être digne de confiance pour respecter ses engagements. Son approche, c'est « je promets quelque chose maintenant, puis je gagne du temps ». Donc là encore, on revient à cette question de confiance. Il a dit « écoutez, je veux dire, il repensait sans doute à 2014 parce qu'ils y reviennent souvent, à cet accord négocié avec l'Occident pour mettre fin à l'affaire du Maïdan, sans violence, sans renversement. Nous, on n'en a pas voulu. On a dit non, on va le faire quand même. On installera notre personne. Et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, il y a eu les accords de Minsk, puis l'occasion, en décembre 2021, d'éviter la guerre. Occasion que lui, Poutine, a directement communiqué à Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN à l'époque. L'affaire d'Istanbul, tout ça, jusqu'à juin 2024, tout ce dont il parle. Et il a dit, nous, on a toujours été à la table, on a toujours été prêts à discuter, mais on ne peut pas faire confiance à l'autre camp. Donc on voit bien que le côté russe est très conscient de ce qui s'est passé dans le passé et qu'il ne croit plus rien de ce que nous disons aujourd'hui. Et donc, ça les laisse dans cette position. C'est là qu'on les a laissés. À ton avis, qu'est-ce que la Russie va faire maintenant? Parce que d'après tout ce que je viens de te montrer, rien que dans cet épisode, la Russie se retrouve face à un vrai dilemme. Est-ce qu'ils se disent simplement, bon, une guerre d'usure, dans quelques années, finira par épuiser l'Ukraine, quoi qu'il arrive? Même avec toute l'aide qu'ils reçoivent, on sait bien que 8 milliards, ce n'est pas 60 milliards,
et que 60 milliards n'ont rien changé. Donc ça non plus. Ils lèveront les yeux au ciel. Ils pourront parler toute la journée, faire ce qu'ils veulent, mais bon. Voilà. They can talk all day long, whatever they want to do, but whatever. We'll just continue to nibble around the edges, and eventually the state will collapse. A year from now, 5 years from now, whatever, it's inevitable, it's going to happen, but we'll just keep going. That's one outcome possible. By the way, one of the options is not actually, okay, we're going to dip our shoulders and walk away and surrender. That will never, under any circumstances, ever happen. So that's not even a theoretical possibility. The other one that is very much a real possibility, though, is that Russia says, okay, our patience has reached its end. You've stretched it too thin. Not only can we not trust you to do what you say, we can trust you to keep the war going. No matter what you say with your mouth, we see with your actions and with your money that you're funding a continuation of the war because you want to kill Russians, both the United States and Europe. And so they may come to the conclusion. Et donc, ils peuvent en venir à cette conclusion. Moi, je le ferais. Si c'était l'Amérique qui subissait ça, si la Russie nous faisait ça, je penserais la même chose. Je dirais, très bien, ça suffit. On ne va pas rester dans cette situation sans fin où vous continuez à attaquer l'Amérique sans en payer le prix. On va vous faire sentir une vraie menace. Nous avons des armes nucléaires. Si vous voulez intensifier les choses, on aura toujours une carte plus forte que la vôtre, qui vous dépassera. À moins que vous ne vouliez voir vos villes détruites, quel que soit ce pays en face, il faut arrêter ces petites attaques à la marge, ces opérations conventionnelles à petite échelle, parce qu'on ne va plus les tolérer. Moi, je défendrais une position comme celle-là, si les rôles étaient inversés. Mais les rôles ne sont pas inversés. Ce sont les rôles que nous avons, et ce sont ceux que les Russes ont. Et je pense qu'il est tout à fait possible qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont dit ici. Alors que ce soit quelqu'un en Occident, Zelensky, Macron, Starmer, le président Trump, Rubio, peu importe, tous ces faucons de guerre, ils peuvent penser que ça va marcher. Ils peuvent même le vouloir autant que Zelensky. Peut-être que c'est pour ça qu'ils poussent dans cette direction, parce qu'ils pensent pouvoir le contenir. Ou bien ils se disent que la Russie ne le fera pas, et qu'ils pourront continuer indéfiniment, même si ça dure encore 5 ans. Ils seraient ravis d'un tel résultat. Encore 5 ans sans aucune expansion, à simplement continuer comme ça et forcer la Russie à dépenser de l'argent, ils adoreraient ça. Mais je pense que ces jours-là touchent à leur fin. Les signaux que la Russie envoie sont assez clairs. Et je crois qu'ils se préparent à agir. C'est peut-être l'une de nos dernières chances de reculer, de sortir de cette folie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si par marcher, on entend obtenir un résultat favorable aux États-Unis et à l'Europe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne issue. Il n'y a même rien de concret sur la table. Il y a juste « essayons d'éviter le désastre ». Et ça, au moins, ça évite la catastrophe. Cela évite le risque d'une escalade vers une frappe nucléaire. Et donc cette décision existentielle. Est-ce qu'on va jusqu'à la destruction mutuelle assurée, en anéantissant tout ce qu'on a pour que personne ne gagne? Ou bien est-ce qu'on continue comme maintenant, où certains se disent « oui, peut-être qu'on peut réussir ici ». Espérons que ça n'arrive pas. Espérons qu'on ne prenne plus jamais cette direction, parce que ça ne peut pas. Et ça ne doit pas arriver. Et n'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Ils peuvent le trouver sur toutes les plateformes où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler. Where they already get their podcast. You just got to tell them.